Si vous êtes né avant les années 2000, cet objet doit vous rappeler plein de souvenirs. La fameuse cassette. Et pas n'importe laquelle, la VHS. Bon, là, c'est le film Aladdin, gentiment prêté par mon frère qui a conservé toutes les VHS de notre enfance. Et les VHS, c'est le format le plus populaire des cassettes magnétiques vidéo. Parce que oui, il a existé plusieurs formats, autres que la VHS. Mais l'histoire grand public ne retiendra que celui-ci, tout simplement parce qu'elle a détruit tous ses rivaux au cours d'une longue bataille à travers les années 70 et 80, dont son adversaire numéro 1, la Betamax de Sony. Et c'est de cette guerre dont on va parler aujourd'hui. Avant les années 70, pour regarder un film, c'était soit au cinéma s'il était disponible, soit à la télé s'il était diffusé. Mais il fallait être là au bon moment. Ou alors, c'était avec des projecteurs de salon, mais c'était très cher et donc très rare d'en avoir. En parallèle, une technologie existait déjà depuis plusieurs dizaines d'années, mais elle n'était pas encore prête pour le grand public. C'est celle de la bande magnétique vidéo sonore. L'énorme avantage, c'est que les images n'étaient plus figées dans la pellicule. On pouvait enregistrer sur la bande un film, le diffuser autant de fois qu'on voulait sur une télévision et réenregistrer par-dessus un nouveau film si on le souhaitait. Bref, une technologie révolutionnaire. Les premiers magnétoscopes voient le jour dans les années 50, mais ce sont des énormes machines très chères, autour de 50 000 $. C'était aussi très complexe d'utilisation et ces machines de l'époque sont exclusivement utilisées par quelques professionnels du secteur audiovisuel, quelques chaînes de télé et sociétés de production. Le but, c'était avant tout de pouvoir enregistrer et conserver le flux en direct de la télévision. Avec les années, la technologie des magnétoscopes va évoluer pour se miniaturiser, se simplifier et va tenter de s'ouvrir au grand public. Parce qu'il y a une demande des consommateurs, surtout pour l'utilisation de l'enregistrement. La télévision avait pris une ampleur sans précédent dans les années 70 et il y avait un énorme marché. Et c'est l'entreprise japonaise Sony qui va tenter le coup en 1971 avec la U-matic. C'est cette cassette qui vient évidemment avec son magnétoscope, le U-matic lui aussi. Sony sait le potentiel de cette technologie dans les foyers. Les spectateurs veulent s'affranchir de la linéarité de la télé, c'est-à-dire d'être dépendants des horaires de diffusion. En gros, si vous n'étiez pas devant votre téléviseur à 20h, vous ratiez l'émission et il n'y avait pas de moyen de l'enregistrer pour le regarder plus tard. Et c'est ça la promesse de la U-matic pour le grand public. Mais Sony ne veut pas seulement ouvrir le marché, il veut le contrôler. Du coup, Sony va décider d'imposer son format en faisant signer un accord avec les autres fabricants électroniques japonais. Sony leur laisse fabriquer et vendre des magnétoscopes pour U-matic, moyennant une redevance financière évidemment, mais ils ne fabriqueront que du format U-matic. Aucun format concurrent ne doit voir le jour. L'argument que va avancer Sony, c'est que sur un nouveau marché, la concurrence risquerait de justement tuer le marché dans l'œuf. Une technologie nouvelle avec trop de formats, il y aurait trop de risques que ça ne prenne pas. En réalité, ce que veut vraiment Sony, c'est d'être entièrement propriétaire de leur format et s'assurer 100% du marché. Mais bref, les entreprises d'électronique japonaises, dont JVC par exemple, vont signer cet accord. En 1971, le magnétoscope U-matic est lancé dans le monde entier et les cassettes vidéo qui vont avec. Mais ça ne prend pas sur le marché du grand public. Le matériel est beaucoup trop cher pour que ça en vaille la peine, autour de 4 000 $ de l'époque pour le magnétoscope U-matic. Beaucoup trop cher pour enregistrer un épisode d'Amicalement Vôtre. En revanche, le secteur industriel et institutionnel, lui, s'y intéresse beaucoup plus. Et pas seulement l'industrie audiovisuelle, des entreprises très diverses voient un intérêt à la U-matic. Vidéo promotionnelle, communication d'entreprise, vidéo éducative, le tour de force de la U-matic, c'est d'avoir réussi à sortir les magnétoscopes du secteur audiovisuel pour introduire cette technologie à des néophytes. Mais le pari de Sony de vouloir l'intégrer dans le salon des téléspectateurs est raté. Alors, Sony va plancher sur un nouveau modèle de format, moins cher, plus simple, plus petit, le format Betamax. En 1975, rebelote, Sony réunit les industriels électroniques japonais et leur propose de signer un nouvel accord sur ce nouveau format. Mais l'une des entreprises présentes pour la U-matic ne signe pas.
Cette entreprise, c'est JVC. Pour eux, le précédent accord avec Sony s'est révélé infructueux. Ça leur a coûté très cher en licence, peu de rentabilité, et surtout, ils se sentent verrouillés par Sony sur la fabrication de leur propre magnétoscope. De leur côté, durant ces années, ils ont développé leur propre format de cassette magnétique et de magnétoscope, la VHS. Pour Video Home System. Et JVC a envie de tenter sa chance face à Sony. De son côté, Sony lance Betamax en 1975 et ça y est, cette fois, ça prend. Le grand public s'intéresse à cette technologie, même si elle reste chère, 2000 $ pour le magnétoscope Sony SL7200 et autour de 20 $ la cassette vierge. Mais malgré ce prix, une partie des consommateurs commence à s'essayer au système. Seulement l'année suivante, en 1976, JVC est prêt à lancer sa VHS. Problème, ils ont 1 an de retard sur Sony avec Betamax, qui domine maintenant 100% du marché international. Mais face à Betamax, le format VHS a d'énormes avantages. D'abord, les cassettes VHS peuvent enregistrer à son lancement jusqu'à 2 heures de vidéo contre 1 heure pour Betamax. C'est-à-dire que sur Betamax, on ne pouvait même pas enregistrer un film long métrage en entier. Sur VHS, oui. Betamax ne va cesser d'allonger la durée de ses cassettes dans les années suivantes, mais la VHS, elle aussi, s'allonge et elle reste toujours plus longue que les Betamax. Ensuite, JVC, contrairement à Sony, a ouvert son format à tous les constructeurs électroniques, avec des frais de redevance très faibles, voire inexistants. Leur idée était de pousser l'industrie à ce que tous fabriquent des magnétoscopes VHS et ainsi créer une concurrence entre eux pour faire baisser les prix du matériel. A l'inverse, Sony impose des redevances très élevées et n'avait autorisé que 2 ou 3 entreprises à utiliser la licence Betamax, gardant le plus gros de la fabrication des magnétoscopes pour eux. Résultat, face aux 2000 $ d'un magnétoscope Betamax, les magnétoscopes VHS étaient eux à partir de 800 $ à leur lancement. Mais la VHS n'a pas que des avantages. La vidéo est de moins bonne qualité que celle de Betamax. On est sur 250 lignes côté Betamax contre 240 côté VHS. Oui, alors la différence est pas folle, et d'ailleurs ça se voyait que très peu à l'œil nu. Des images un peu plus nettes, des couleurs un peu plus denses, mais c'était pas flagrant non plus. Pourtant, Sony va faire de cet argument le moteur de sa campagne marketing face à JVC. Buying a home videotape recorder today can be very confusing. Backwards, forwards, fast, slow motion, just tell me what you want. Freeze frame. Just tell me what you want. It's your 14-day programming here. You find something fast? Baba bing. But when the smoke clears, we think you'll find one that does just about what everybody else's does, and does things nobody else's does. It's the Betamax. And naturally, it's from Sony, the one and only. Betamax de Sony et VHS de JVC vont se livrer une guerre commerciale et technologique à travers le monde pour conquérir ce marché qu'ils venaient eux-mêmes de créer. Et cette guerre se joue à coups de publicité auprès du consommateur. VHS videocassettes play longer, which can save you money. Big deal. Beta produces the best possible picture. Big deal. Thanks to Sony's revolutionary Betamax deck, which hooks up to any TV set, now you can automatically videotape your favorite show even when you're not home and watch it anytime you want. Ask your dealer to let you compare the JVC VHS with other systems. You'll JVC the difference. Et surtout, il fallait faire vite. De plus en plus de foyers s'équipaient de magnétoscopes, et une fois l'investissement réalisé, que ce soit pour VHS ou pour Betamax, les gens n'allaient pas changer de sitôt. Même si l'intérêt principal des magnétoscopes était de pouvoir enregistrer ce qui se passait à la télé, Sony et JVC vont aller démarcher les studios de cinéma pour sortir leurs films sur leur format. Plus besoin d'attendre que les films passent à la télé pour les enregistrer, s'ils sont directement vendus par les studios. Côté studio de cinéma, au départ frileux de vendre des copies sur ce nouveau support, ils finissent finalement par décliner leur catalogue de films à la fois sur VHS et à la fois sur Betamax. Mais le coût des VHS étant plus intéressant, on retrouvait rapidement un plus gros catalogue sur le format VHS. Ce facteur, ainsi que le prix, bien plus abordable de l'équipement, permet à VHS de grignoter des parts de marché sur Betamax. En 1980, VHS contrôle déjà 60% du marché nord-américain. Certaines sources racontent qu'en plus du prix, de la durée des cassettes et du catalogue des studios de cinéma, une autre industrie aurait poussé le format VHS face à Betamax, le porno.
Alors, je prends des pincettes avec cette info parce que les sources ne sont pas toutes d'accord. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'avant la technologie des magnétoscopes et des cassettes magnétiques, les films pour adultes étaient moins pratiques à consommer. Il fallait aller dans un cinéma spécialisé qui diffusait ce genre de films ou dans des sex shops avec des cabines de projection. En gros, on pouvait pas le regarder chez soi tranquillement, quoi. À l'époque, ça ne passait pas non plus à la télé, et Sony aurait un temps refusé d'octroyer une licence à l'industrie du porno pour utiliser leur format Betamax. Sony voulait que Betamax soit premium, et ça aurait fait un peu tâche, quoi. VHS, de son côté, aurait été beaucoup moins regardant tant qu'ils arrivent à conquérir le marché. Betamax aurait finalement accordé à l'industrie porno l'utilisation des Betamax, mais le catalogue restait moins fourni. Les VHS étant moins chers, c'était beaucoup plus rentable pour le milieu du X. Et ce catalogue plus important, couplé à une nouvelle consommation du porno, seul chez soi, aurait participé à populariser les magnétoscopes VHS. Steve Hirsch et David James, les fondateurs du studio de films pour adultes Vivid Entertainment, auraient déclaré: nous avons poussé VHS plus fort et en ce sens, nous avons eu quelque chose à voir avec le fait que VHS les remportait. Que l'industrie du porno ait eu un réel impact ou pas dans la guerre entre VHS et Betamax, ce qui est sûr, c'est que VHS prend rapidement le dessus. Sony a beau essayer de contre-attaquer, VHS fait toujours mieux. Betamax augmente les capacités de leurs cassettes et arrive à 2 heures d'enregistrement, mais maintenant VHS en propose 5. Sony baisse les prix de ses magnétoscopes Betamax, mais les multiples fabricants de magnétoscopes VHS, grâce à leur production de masse, annoncent des prix encore plus compétitifs. Après une lutte acharnée sur la fin des années 70 et début 80, Sony est forcé de reconnaître leur défaite. En 1987, 90% du marché des magnétoscopes aux États-Unis est au format VHS. Tellement que l'année suivante, en 1988, Sony ajoute à son catalogue de produits un magnétoscope au format VHS. Betamax va continuer de décroître dans les années suivantes en maintenant uniquement la production de cassettes vierges au format Betamax. En parallèle, JVC, avec la VHS, va engranger des milliards de dollars de redevances pendant plus de 40 ans. Mais la VHS va elle aussi mourir, remplacée par le DVD. D'ailleurs, le DVD a été développé par plusieurs entreprises d'électronique, dont Sony. Plus petit, avec une qualité d'image incomparable et une utilisation simplifiée, par exemple il n'y avait pas besoin de rembobiner, mais le DVD s'impose rapidement à la fin des années 90 et début 2000 et étouffe progressivement la VHS. Mais le DVD sera lui-même remplacé par le Blu-ray, puis par le streaming qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la guerre des formats de cassettes vidéo. J'espère avoir rappelé plein de souvenirs à ceux qui ont vécu avec ces objets. Les VHS sont devenus des objets de collection, d'ailleurs je vais devoir rendre celle-ci à mon frère, et je crois que certains films, selon les films justement, ça peut se revendre très cher, donc gardez vos VHS. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, et moi je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!